Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 9 février 2025. Nous nous intéressons aujourd'hui à deux sujets. D'abord, la 7e session du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui s'est ouverte lundi. Pour évoquer ce sujet, nous avons comme invité Hamadoun Ba, le premier secrétaire de l'institution. Bonjour Monsieur Ba et bienvenue. Bonjour. Merci. Notre deuxième sujet concerne la lutte contre le paludisme avec la signature d'une subvention de 56 milliards de francs CFA. Pour en parler, nous avons avec nous le médecin-colonel Aïssata Kone, directrice du programme national de lutte contre le paludisme. Bonjour Madame Kone et bienvenue. Bonjour. Nous partons donc pour le premier sujet. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a ouvert lundi les travaux de sa 7e session ordinaire de la 6e mandature. L'institution a choisi comme thème le secteur minier au Mali vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement. Revoyons le reportage de Nyanya Aliou Traoré à l'ouverture de la session et on se retrouve. La solennité du moment rime parfaitement avec la portée de l'événement. Nous sommes au Conseil économique, social, environnemental et culturel où s'ouvre la 7e session ordinaire de sa 6e mandature. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude à toutes les hautes autorités présentes en ces lieux précis aujourd'hui. En particulier, à Monsieur le Premier ministre, dont la présence témoigne de l'ambition soutenue, de l'attention soutenue que le gouvernement accorde à nos travaux. Les institutions de la République sont présentes à la cérémonie, ainsi que des amis du Mali pour témoigner de leur attachement aux relations existantes entre nos deux nations. Le président Yacouba Katile a invité son homologue grec pour symboliser cette détermination du Mali à faire face aux différents défis mondiaux de l'heure. Je tiens à adresser une reconnaissance particulière à nos invités d'honneur. Votre présence ici incarne des liens solides et fructueux que nous avons en partage au sein de l'ICCIS. Cette plateforme qui nous unit autour des visions et d'ambitions communes demeure un cadre essentiel de réflexion et d'action concertée face aux défis mondiaux. Nous sommes ravis de constater aujourd'hui que l'amitié et la solidarité entre le peuple grec et le peuple du Mali est une réalité, s'exprime ici et elle avance sur des bases stables. Je vois un pays qui avance avec stabilité. Je vois un pays où des perspectives sont énormes. Ce que je constate et que je vous dis, je vais le faire avancer au niveau du gouvernement de mon pays, également aux organes de l'Union européenne. Et nous sommes satisfaits de la vitalité du peuple de Mali. La participation du siège de Mali au forum de l'ICCIS nous permet de mieux anticiper les tendances économiques et sociales mondiales. Le Conseil économique et social de la Grèce, un des plus expérimentés en Europe, peut fournir un accompagnement stratégique sur la structuration des institutions et les mécanismes de la concertation sociale. Et moi, je ne peux que soutenir cette initiative, comme tout autre que le siège de Mali va entreprendre avec d'autres CES membres de l'ICCIS dans le monde. Le secteur minier au Mali vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement est le thème retenu pour les travaux de cette 7e session ordinaire. Les potentiels miniers au Mali constituent une opportunité immense, mais également une responsabilité majeure. Il est essentiel de concilier croissance économique, équité sociale et respect des normes environnementales et culturelles pour garantir un développement durable et inclusif. Je suis convaincu que cette session ordinaire marquera une étape importante dans la réflexion sur les défis et opportunités liés au secteur minier au Mali. Ensemble, nous devons œuvrer pour que ce secteur soit un levier de développement intégré, résilient et respectueux des valeurs et des priorités de notre nation.
D'autres sous-thèmes seront traités au cours de la session de 2 semaines. Il s'agit notamment de la loi numéro 2023-041 relative au contenu local dans le secteur minier vers une meilleure inclusion des acteurs locaux dans la chaîne de valeur minière, l'état des lieux de l'exploitation minière au Mali, l'artisanat minier au Mali ou encore la problématique de l'orpaillage artisanal au Mali. Par ailleurs, le président Katilé a clos son discours par une note d'espoir faisant allusion à la décision des autorités de la transition de faire de 2025 l'année de la richesse et de la diversité culturelle de notre pays. Alors, M. Ban, avant d'aborder le thème même de la session, on a remarqué la présence d'invités étrangers, notamment des Grecs. Est-ce que cela a une signification particulière? Est-ce que le Conseil économique, social, environnemental et culturel veut avoir une dimension internationale? Merci pour cette question. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel aujourd'hui a déjà une dimension internationale. La présence de ces deux grands hommes qui sont venus au Mali pour nous accompagner dans notre session le prouve suffisamment. Le premier, c'est non moins le plus important, c'est le secrétaire général de l'AICESIS. Vous savez, l'AICESIS, c'est l'association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires à travers le monde entier, qui regroupe 72 pays à travers le monde. Et lui, sa présence ici, ça prouve qu'aujourd'hui, le Mali est important au niveau de l'AICESIS. Et l'AICESIS, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes membres du conseil d'administration. Le président Yacouba Katilé représente aujourd'hui le Mali au sein de ce conseil d'administration. Et la présence du président du conseil économique social de Grèce également prouve l'importance du Mali aux yeux de la Grèce. Ce n'est pas maintenant qu'ils ont voulu venir, il y a plusieurs sessions où nous nous sommes rencontrés à travers le monde, où il a toujours souhaité venir au Mali. Il a eu l'occasion, il est venu. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il est président du syndicat, de la centrale syndicale de la Grèce. Donc c'est deux syndicalistes qui se retrouvent à la tête d'une institution. On se posait la question, est-ce que ce n'est pas le syndicalisme qui les réunit? Ce n'est pas que le syndicalisme. Il se retrouve également au niveau de l'AICESIS. Comme je l'ai dit, nous sommes membres de ce conseil d'administration. Le Mali, au niveau international, on se retrouve au niveau de l'ICESIF. L'ICESIF, c'est l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie. Et vous savez, là également, le Mali occupe le poste de vice-président en charge de la trésorerie. Et là également, c'est le président Yacouba Katilé qui se retrouve là-bas. Nous sommes également au niveau de l'ICESA. L'ICESA, c'est l'Union des conseils économiques sociaux de l'Afrique. Là également, le Mali a l'honneur aujourd'hui d'occuper le poste de président d'honneur. Donc au niveau international, comme jamais on a vu auparavant, aujourd'hui le Conseil économique du Mali est vraiment bien placé au niveau de toutes les institutions internationales des conseils économiques. Alors, venons-en maintenant au thème que vous avez choisi pour cette session. Le secteur minier au Mali vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Ce thème, d'abord, c'est l'actualité. Il faut le dire, aujourd'hui, le secteur minier est en train a pris pratiquement le pan des médias et aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est d'actualité avec l'avènement du nouveau code qui apporte énormément de changements dans ce secteur au plan économique. Et pourquoi le Conseil économique a choisi ce thème? Pourquoi le bureau a choisi ce thème? C'est parce que c'est un pan important également du Conseil économique. Le Conseil économique, comme son nom l'indique, c'est l'économique, c'est le social, c'est l'environnement, c'est la culture. Et quand on prend le secteur minier aujourd'hui, il couvre pratiquement tous les secteurs de prédilection du Conseil économique, au plan économique, au plan social et au plan culturel. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Et le Conseil économique, comme je l'ai dit, nous sommes, nous représentons aujourd'hui la société civile, et les chambres et les ordres. Donc c'est une institution d'excellence où se retrouve uniquement la société civile, donc
la voix la plus autorisée qui peut parler aujourd'hui au nom des populations. Et on parle du secteur minier comme un levier important du développement. Est-ce que c'est le levier le plus important? Parce qu'on sait qu'au Mali, il y a l'agriculture et l'élevage aussi qui constituent un levier très important aussi. C'est un levier important, très important. Et nous le découvrons davantage à travers cette session. Et vous savez, le secteur minier, d'abord le Mali, c'est le 3e pays producteur d'or en Afrique, il faut préciser. On a parlé de Kankou Moussa qui a fait chuter le cours d'or lors de son pèlerinage à travers le monde. Et donc c'est un secteur extrêmement important au plan économique parce que le secteur aujourd'hui c'est quand même 9,2% du PIB. Mais la partie la plus importante de ce secteur c'est au plan des exportations. Et 75% des exportations du pays. Donc ça pèse énormément sur la balance commerciale. Donc déjà on a une balance commerciale dite déficitaire, mais à travers le rôle que joue le secteur minier, imaginez quand on enlève 75% des exportations, c'est-à-dire que le Mali n'exportera pratiquement plus. Donc nous exportons essentiellement de l'or, du coton. Et les autres produits viennent juste pour combler les quelques petits pourcentages. Donc c'est un secteur extrêmement important au plan économique. Mais effectivement, il y a l'élevage, il y a la pêche, il y a l'agriculture qui joue un pan important dans notre économie et sur lesquels nous devrons également veiller aux côtés de l'exploitation et des mines. Mais là, le secteur minier au Mali, on en parle toujours, rapporte peut-être sur le plan financier à l'économie malienne, mais les populations ne bénéficient pas toujours de l'impact ou de l'exploitation minière, des revenus, des retombées de l'exploitation minière. Qu'est-ce que vous faites ça? Bon, en effet, on me dit très souvent que l'or ne brille pas encore pour les Maliens. C'est l'expression la plus utilisée. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avec les réformes du code, certainement l'or va beaucoup briller parce que nous avons écouté les techniciens qui nous ont avancé des chiffres. J'avais dit tantôt que aujourd'hui l'or brille à hauteur de 9,2%. Mais à l'horizon 2025-2026, selon les projections, l'or va occuper quand même 25%. C'est plus que le double. Donc ça prouve qu'en réalité, jusqu'ici, on n'a pas eu le courage de prendre des décisions courageuses pour aller vers des réformes. Et c'est là où nous félicitons le gouvernement actuel pour avoir pris ces initiatives très très importantes et qui vont permettre aux Maliens de voir le ressenti de l'or sur l'économie. Mais au-delà de ça, il faut noter qu'il y a également l'exploitation artisanale. Ce n'est pas visible, mais vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, tous ceux qui exploitent de façon artisanale ces minerais, l'or ne peut pas ne pas briller pour eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'en sortent avec ça. Et c'est pour cela que nous assistons à beaucoup de déplacements, de déplacés qui vont vers les mines. On va en reparler. Madame Kone, l'or, ça vous intéresse, surtout les femmes. Vous aimez porter de l'or. Ça coûte toujours cher, quand même, malgré que le Mali soit un grand producteur d'or. Ça vous inquiète? Est-ce que vous estimez que la population bénéficie des retombées de l'exploitation minière réellement? Merci beaucoup pour cette question. La question d'or, c'est vraiment une question très importante. Comme vous venez de dire, l'exploitation de l'or, non seulement ça va booster l'économie du pays avec la création d'emplois, mais vous venez de dire aussi l'inquiétude de nous, les femmes. Nous souhaiterons quand même que l'or brille pour la population malienne parce que jusque-là, le coût quand même est extrêmement cher. Donc, nous leur demandons de réduire quand même un peu le coût pour que la population aussi puisse sentir qu'on produit de l'or chez nous. Mais peut-être que c'est dû au fait qu'au Mali, il n'y a pas le raffinage encore l'or, parce que donc ça sort, ça revient et du coup, ça revient plus cher. Mais les populations riveraines, par exemple, dans les zones où on exploite de l'or, doivent quand même bénéficier de certains avantages.
Oui, les populations rivières bénéficient de certains avantages parce qu'ils extraient de l'or, mais il faut reconnaître quand même que ça a des risques. Parce que tout dernièrement, au niveau de Kangaba, nous avons eu beaucoup de pertes en vies humaines. Donc, je préfère quand même qu'on mette des dispositions en place pour extraire de l'or dans la plus grande sécurité au bénéfice de la population. Monsieur Ba, au-delà de l'exploitation même des minéraux, il y a aussi des conséquences sur l'environnement, entre autres. Comment vous faites pour sensibiliser ou comment vous faites pour prendre les dispositions afin que les conséquences soient mieux gérées du point de vue environnement? Au fait, nous sommes un organe, comme je l'ai dit, consultatif. Oui. Et qui envoyons au gouvernement des rapports, les recueils que nous faisons auprès des populations. Donc nous sommes un organe d'orientation de pouvoir. Et de ce fait, à toutes les fois où nous sommes sortis, nous avons rencontré ces populations. Effectivement, il y a des avantages, il y a des inconvénients dans l'exploitation de ces minéraux-là. L'inconvénient le plus crucial, et nous l'avons développé durant toute la session, en tout cas la première semaine de la session, ça continue. Il y aura des travaux en commission pour faire des recommandations fortes, pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Il y a un problème environnemental qui se pose, avec notamment dans ces zones d'orpaillage, surtout le fleuve Falémé, aujourd'hui qui subit énormément de conséquences à travers les dragages. Et également des conséquences sur la pêche. Et par rapport au fleuve, on a même senti les répercussions au niveau de Bamako, surtout le long du fleuve Niger. C'est clair. Mais la couleur de l'eau a changé. La couleur de l'eau. Mais c'est surtout au niveau de Kangaba et cette zone où l'or est très très exploité. Il y a l'usage des produits chimiques également, le mercure, etc., qui ont des impacts sur la santé de ces populations-là. Maintenant, comment concilier tout ça? C'est ce que nous disions. Nous, en tant que conseil économique, nous avons un rôle économique, nous avons un rôle environnemental, un rôle social, un rôle culturel à jouer, et comment concilier ces trois. Et au sortir de cette session, je pense que des recommandations sortiront pour essayer d'orienter encore davantage les décideurs et ceux qui sont dans l'application. Parce que vous avez parlé tantôt du nouveau code minier, mais peut-être que le code minier ne tient pas compte de certains aspects, de certains facteurs, notamment l'exploitation abusive, peut-être, dans certaines zones, qu'on considère comme de l'orpaillage traditionnel, mais avec de grosses machines quand même. Bon, vous savez, il y a une nuance, et ça aussi nous l'apprenons. Il y a les grandes mines, il y a les petites mines, il y a l'exploitation artisanale. Dans le cas de l'exploitation artisanale, les grandes machines ne sont pas autorisées. Dès que les grandes machines interviennent, ça rentre dans le cadre soit de petites mines, soit de grandes mines. Maintenant, au niveau des orpaillages traditionnels, c'est là où l'encadrement est parfois un peu difficile. Mais au niveau des grandes mines et des petites mines, tout est encadré dans le code minier, tout est encadré. Et même après l'exploitation, la restauration de la forêt, la restauration des grandes mines, pour qu'elles puissent être réexploitées dans le cadre de l'agriculture, et tout ça, c'est prévu. Le reboisement, tout ça, c'est prévu. Maintenant, dans le cadre des orpaillages traditionnels, c'est là où l'encadrement est très très difficile, parce que là, c'est nous les Maliens qui faisons cela. Et il y a des étrangers, nous l'avons remarqué, mais ça, ce n'est pas autorisé. Mais ça, nous le disons aussi, il y en a de plus en plus, mais c'est de la faute à nous, notamment les chefs de village, et notamment les cadres administratifs qui sont là-bas. C'est eux qui... Il y a le laxisme autour de cela, parce qu'il y a des non-dits, en réalité, qui font qu'aujourd'hui, des étrangers se livrent à cette utilisation traditionnelle, et qui viennent avec des dragues. Des dragues, pas les petites dragues, des grandes dragues, des grandes machines. Et c'est ce qu'il faut combattre. Et c'est cela qu'on est en train de dire aujourd'hui dans cette session. Il faut qu'on encadre tout cela pour que l'exploitation minière puisse cadrer avec la préservation de l'environnement, avec l'agriculture, avec la pêche, parce que c'est ça qui, au finish, nous nourrit, pour assurer la sécurité alimentaire au finish.
Ça veut dire concrètement, au-delà du problème environnemental, il y a des inconvénients sur l'économie de façon générale, sur l'agriculture, sur l'élevage. Oui, il y a parce que il faut tout lié. La plupart des gens qui vont vers l'orpaillage, c'est des bras valides. C'est des jeunes, souvent des enfants, et ça aussi nous l'avons dénoté. Et nous avons, les recommandations sortiront par rapport à l'exploitation des enfants dans les carrières. Et donc ça joue sur les enfants, ça joue sur la main-d'œuvre, la culture aujourd'hui. Les gens préfèrent aller dans les zones d'orpaillage que d'aller faire de l'agriculture qui prend du temps, et l'or c'est plus rapide en termes économiques. Mais ce qu'il faut dire, tout l'État n'a pas les moyens de contrer cela. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile parce que les gens, il y a une certaine liberté. Les gens vont là où ils gagnent plus. Donc, et si c'est dans les zones d'orpaillage, ils préfèrent aller que d'aller cultiver pendant une saison. Et voilà. Et tout ça, aujourd'hui, il faut que l'État réfléchisse comment on peut orienter tout ça, encadrer tout ça, pour éviter à notre pays de glisser vers une économie. Bon, les ressources minières sont épuisables, et tôt ou tard. Il faut donc carrément réorienter notre économie vers d'autres secteurs. Il y a pas, nous le disons, ça joue sur la culture également, parce qu'il y a ces zones d'orpaillage où ça empiète carrément sur les zones touristiques, sur les zones de culture. Or, une zone touristique est par excellence pourvoyeur de devises pour un État. Vous prenez Caille aujourd'hui, Caille carrément a délaissé tout ce qui est secteur touristique et culturel pour aller vers les zones d'orpaillage. Mais est-ce que vous avez aussi dans les échanges avec les acteurs du secteur minier, est-ce que vous avez aussi évoqué le fait que les exploitants miniers doivent aussi investir dans les localités, doivent construire des routes, doivent construire des infrastructures scolaires, sanitaires et tant d'autres? Tout ça, c'est prévu dans le code révisé. Tout cela est encadré dans le code révisé. On parle aujourd'hui du contenu local. Le contenu local, en réalité, ce n'est autre chose, c'est que justement, ça va dans le sens où l'or doit briller pour les Maliens. Il faut que les nationaux soient mis au devant dans l'exploitation et l'exploration de l'or, enfin de tous les minéraux en question. Donc tout ceci, je pense qu'au finish, si on arrive réellement à appliquer, parce que le problème, durant ces sessions, nous l'avons compris, le problème, ce ne sont pas les textes, parce que tous les exposés des techniciens, quand on lit les textes, bon, tout semble être très bien, mais c'est dans l'application où le problème se pose. Et l'application, ce n'est autre que nous-mêmes. Nous, les Maliens, les travailleurs, l'administration, les techniciens. Et très souvent, il ressort que les techniciens ne sont pas parfois écoutés aussi. Ça aussi, ça ressort. Et je pense qu'il faut qu'on regarde tout ça et qu'on l'oriente pour que l'or puisse vraiment être non seulement bénéfique économiquement, mais bénéfique au plan environnemental, au plan culturel, au plan social. Madame Kouné, vous estimez quand même que c'est une bonne chose que les grandes sociétés minières, par exemple, puissent investir davantage dans les localités où l'or est exploité? Oui, c'est ce qui est la logique des choses. Quand tu exploites dans une localité, tu dois être redevable auprès de la population, avec la création des écoles, la création d'emplois, tout ce qui peut permettre le développement de la communauté. Il faut que les sociétés minières se mettent à ça. Alors, peut-être une dernière question, M. Ba. Au cours de cette session, est-ce que vous comptez aller beaucoup plus loin en prenant peut-être des recommandations dans votre rapport que vous allez adresser, parce que vous auriez déjà échangé longtemps ou beaucoup avec les acteurs du secteur minier. Qu'est-ce que ça peut apporter réellement, vos rapports? Vous les envoyez au niveau de l'exécutif et après? Et après, ça serait exécuté. Ce que je veux dire, c'est que au sortir de cette session, c'est sûr qu'au finish, ce sont des recommandations fortes qui vont sortir. Et comme vous l'avez dit, nous, nos recommandations sont adressées au chef de l'État, au président de la transition, au président du Conseil national de la transition et au gouvernement. Et c'est pour orienter, comme je l'ai dit tantôt. Et vous savez, avec la nouvelle constitution, bon, les pouvoirs du Conseil économique se sont quand même renforcés. Et avec ces renforcements, donc, nous serons amenés à interpeller le gouvernement au moment venu
pour leur dire, bon, nous vous avons fait des recommandations, mais sur le terrain, voilà ce que nous constatons. Ce n'est pas fait et pourquoi ce n'est pas fait. Nous, notre rôle, c'est de concilier les faits et ce qui est prévu. En fait, sur les faits, nous sommes au parfum des faits parce que nous partons sur le terrain et nous voyons et nous remontons ce que nous voyons à travers les retours des populations qui sont les principales concernées. Et dès que nous avons ces recueils-là qui sont faits, nous les concilions donc avec ce qui est prévu par le code, par le texte, et dire, bon, voilà, tel aspect n'est pas pris en compte, tel autre aspect est pris en compte, mais pas suffisamment, et essayer de corriger aujourd'hui ce qui a corrigé, et conserver ce qui a conservé. Voilà. Et maintenant, avec les rapports que vous avez avec les conseils économiques et les institutions similaires d'autres pays, est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir un appui sur ce plan, je ne sais pas, un appui soit en termes de renforcement des capacités ou même en termes de développement, enfin d'idées de développement? C'est tout l'intérêt que nous avons avec les différents conseils économiques à travers les pays. Au niveau de l'AICJ, c'est essentiellement un partage d'expérience. Et vous savez, ces États s'inspirent beaucoup de nous et nous nous inspirons également de ce qu'ils font. Donc c'est tout l'intérêt. Et toutes les fois où nous avons assisté à des conférences internationales ou à des échanges au niveau international, c'est vraiment des échanges d'expérience, des partages d'expérience. Et ça, c'est réellement le rôle de toutes ces institutions internationales. On aura certainement l'occasion d'en parler prochainement. En fait, pour le moment, nous allons passer à notre deuxième sujet. C'est la subvention qui a été signée entre Catholic Relief, le Fonds mondial et le ministère de la Santé et du Développement social. Une subvention de 56 milliards de francs CFA dénommée GC7 et répartie sur 3 ans. Avant d'en parler avec notre invité, suivons la cérémonie de signature qui a été suivie par Inaba. Au Mali, le paludisme constitue l'une des priorités de la politique nationale de santé. Il reste également la première cause de morbidité 37% et de mortalité 25% selon les données du système national d'information sanitaire. C'est pourquoi le département de la santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et Catholic Relief Service, unissent leurs efforts pour améliorer la qualité des soins et renforcer les services de lutte contre le paludisme au Mali. Malgré les progrès réalisés au fil des années, le combat est loin d'être terminé. Cette nouvelle subvention vient renforcer nos efforts en matière de la prise en charge gratuite des cas de paludisme, le renforcement de surveillance et de riposte, ainsi que l'amélioration de la communication et de la sensibilisation communautaire. La signature officielle de la nouvelle subvention du Fonds mondial CG7 paludisme couvre la période 2025-2027 pour un montant de 56 milliards de francs CFA. Grâce à cet appui de Catholic Relief Service, la mise en œuvre des interventions prioritaires a été définie. La distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, la chimioprévention saisonnière chez les enfants de 3 à 59 mois, entre autres. CRS est très fier de la confiance renouvelée des instances gouvernementales et du bailleur en ses capacités à accompagner efficacement les structures concernées dans la mise en œuvre de cette importante subvention au bénéfice des communautés qui attendent nos services dans les zones les plus reculées et difficiles d'accès. Chaque année, entre 2,6 et 3,5 millions de cas de personnes touchées par le paludisme sont confirmés et traités avec un taux de prise en charge atteignant près de 99%. Cette nouvelle subvention concerne en plus du paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Elle permettra au département de mener à bien la politique de lutte contre ces fléaux. Face aux défis, j'invite tous les acteurs de mise en œuvre à travailler main dans la main afin de parvenir aux résultats escomptés pour le bien-être de nos concitoyens et conformément à la stratégie technique mondiale 2016-2030 de l'OMS, nous inscrivons dans une dynamique d'élimination du paludisme dans notre pays et j'appelle à conjuguer les efforts pour y parvenir.
Ce projet CG7 sera un tremplin pour atteindre les objectifs, à savoir l'ambition de 0 cas de paludisme d'ici à 2030. Madame Koné, dites-nous d'abord, c'est quoi le GC7 ? Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps et dans le reportage aussi, on en a parlé. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie l'ORTM pour cette invitation et permettez-moi quand même aussi de remercier les plus hautes autorités du pays, notre président, son excellent le général d'armée Assimi Goïta et tout son gouvernement, mais particulièrement notre ministre de la Santé et du Développement social pour leur engagement sans faille dans la lutte contre le paludisme et aussi la confiance placée à ma personne. Pour revenir à votre question concernant le GC7, d'abord il faut reconnaître que c'est une subvention du Fonds mondial. Et le Fonds mondial accorde des subventions au Mali dans la lutte contre le paludisme depuis 2003. D'abord, c'était des subventions qu'on appelait ROM 1 jusqu'à ROM 10. C'était des subventions annuelles. Donc après, il y a eu des changements de mécanismes de financement. L'appellation a changé. Nous sommes venus à NFM 1 jusqu'à NFM 3. Là, c'était des subventions triennales de 3 ans. Et cette fois-ci... C'est des abréviations anglaises ? Oui, c'est des abréviations. Et cette fois-ci, avec la nouvelle reconstitution aussi du Fonds mondial, la nouvelle subvention a adopté le nom GC7. Le G, c'est quoi? Le C, c'est quoi? Oui, comme vous venez de dire, c'est des cycles de subventions du Fonds mondial qui sont triennales. Chaque 3 ans. Le pays soumet une demande de subvention, nous faisons une écriture. C'est après tout ça là, le Fonds mondial, ils vont faire un arbitrage au niveau de leur conseil pour voir si le pays a droit ou pas. Et le nom de cette subvention, on appelle subvention paludisme, VIH, tuberculose, c'est le nom même qui est donné à la subvention. Voilà. Et donc, il y a eu cette signature de subvention à hauteur de 56 milliards de francs CFA. 56 milliards pour lutter contre le palu, c'est peu, c'est beaucoup? Bon, je ne dirais pas que c'est beaucoup, mais c'est une subvention quand même qui va appuyer le pays, surtout par rapport aux besoins stratégiques et globaux pour répondre aux défis de lutte contre le paludisme. Donc, nous avons tellement d'interventions à mettre en œuvre parce que ça viendra appuyer l'effort du gouvernement et l'effort des autres partenaires. Et il y a aussi la lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida, mais cette subvention ne concerne que le paludisme. Voilà. Parce qu'il y a d'autres programmes pour le VIH-Sida et la tuberculose. Et comment vous comptez utiliser ce fonds, ces 56 milliards en 3 ans? Oui. Merci beaucoup pour cette question. Comme vous le savez, le Mali, nous avons d'abord un plan stratégique national de 5 ans. Et là, c'est l'État d'abord qui est le premier engagé. Donc, avec l'appui de ses partenaires. Cette subvention va nous appuyer parce que d'abord, cette subvention, il y a une répartition des fonds des partenaires. Ça va nous permettre quand même d'organiser la campagne universelle de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides en 2026. Et cette campagne-là, nous allons distribuer près de 12 900 000 moustiquaires et en raison d'un moustiquaire pour 2 personnes. En même temps, ça va nous permettre aussi d'organiser les campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier que nous faisons chaque année. Et ça aussi, ça va couvrir plus de 1 800 000 enfants qui seront traités chaque année durant les 3 années à travers cette subvention. Donc, en plus aussi, nous allons continuer avec la digitalisation parce qu'au niveau de nos campagnes de masse, nous avons commencé la digitalisation en 2022. Et cette digitalisation est d'une importance capitale pour nous parce que ça va nous permettre non seulement d'avoir les données en temps réel, mais de corriger aussi nos données. Comme vous le savez aussi bien que moi, pour une prise de décision, il faut des données idoines. Voilà. Mais vous parlez de distribution de 12 millions de moustiquaires. Comment ça va se passer concrètement? Peut-être sur le terrain, ce n'est pas facile. Peut-être il y a les gens diront que vous allez donner des moustiquaires à des proches, à des gens que vous connaissez.
Comment vous allez organiser ça? Merci beaucoup pour cette question. Comme vous le savez, en 2023, nous venons de terminer avec une distribution voilà, de moustiquaires imprégnés. C'est sur l'ensemble du territoire. Et quand nous le faisons, c'est diffusé partout. L'URTM même l'annonce, donc aussi bien que les radios de proximité. Et nous ne faisons pas de distribution sans dénombrement. Donc nous sélectionnons des agents d'abord qui vont rentrer dans les familles, faire de dénombrement. Ils vont leur remettre quand même des tickets avant le jour de la distribution. Et aussi avec les centres de santé communautaires, c'est eux qui sont impliqués, c'est eux qui sont à la base. Mais on remarque aussi que des moustiquaires ensuite se retrouvent sur le marché et qui sont vendus. Comment ça se passe? Comment expliquer ça? Alors, nous, l'État, c'est quoi? La priorité d'abord, c'est de mettre à disposition les moustiquaires. Quand nous faisons la distribution des moustiquaires, par exemple, on vous donne des moustiquaires, vous l'amenez en famille. Maintenant, si ça se retrouve sur le marché, ça c'est la faute à qui? Peut-être celui qui a pris les moustiquaires. Oui, mais ça c'est peut-être à une petite échelle. Mais quand on voit des stocks de moustiquaires à vendre, c'est quand même autre chose. Non, des stocks de moustiquaires à vendre, il faut reconnaître que les moustiquaires sont vendus en dehors de ce que nous distribuons. D'accord. Oui, il y a des gens ici au niveau du Mali. Mais vos moustiquaires sont quand même étiquetés. Si, nos moustiquaires sont étiquetés. Et au-delà de la distribution des moustiquaires, vous voulez utiliser cet argent-là pour quoi d'autre? Oui, j'ai parlé de campagnes de chimio-prévention que nous menons chaque année. La digitalisation aussi, vous savez que ça demande plus de ressources. Il faut prendre des agents, il faut payer des smartphones, tout ça. Donc, il y a plein de choses à faire. Et nous allons aussi continuer avec le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, c'est-à-dire qu'on appelle TPI, les médicaments que nous donnons aux femmes enceintes dans les centres de santé, parce que nous avons vu que la couverture n'est pas aussi grande que ça. Donc, nous voudrons quand même implémenter ça avec nos agents de santé communautaire dans 23 autres districts sanitaires. Et ça va nous permettre aussi de renforcer la collaboration transfrontalière. Comme j'ai toujours dit, quand tu élimines la maladie chez toi, si ce n'est pas éliminé chez ton voisin, c'est toujours des problèmes. Et en même temps, ça va renforcer aussi nos instances de coordination, appui au fonctionnement à tous les niveaux, les formations. Donc tout ça, c'est dans le cadre de la lutte contre le palu. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que je vois que vous n'avez pas parlé de pulvérisation, alors que c'est des méthodes qui existaient. Ou alors tout ce que vous avez comme programme, c'est d'abord le traitement préventif des enfants, ensuite la distribution de moustiquaires, vous avez parlé de digitalisation, mais il y a peut-être autre chose. Oui, il y a des activités de sensibilisation aussi, qui est vraiment très importante. En dehors de ça aussi, je dois parler de... Dans le temps, il y avait la pulvérisation. Vous avez posé une très bonne question. Le Mali, on fait de la pulvérisation, on faisait de la pulvérisation intradomiciliaire jusqu'en fin 2022. Mais force est de reconnaître qu'à partir de fin 2022, nous n'avons plus de financement par rapport à ça. Sinon, ça fait partie des stratégies du pays, parce que nous savons que c'est une très bonne stratégie. Donc, nous demandons, mais il faut reconnaître que cette stratégie-là est très coûteuse. Voilà, elle est coûteuse et nous demandons, surtout les miniers sont là avec nous, que nous appuient par rapport quand même à ça. Ce n'est pas les miniers seulement, je demande le secteur privé en tant que tel, chacun doit s'y mettre pour la lutte contre le paludisme. Monsieur Ba, vous n'êtes pas minier, c'est vrai, mais vous êtes le conseil économique. C'est bon de préciser. Mais le traitement, la lutte contre le palu, ça vous préoccupe aussi au niveau du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous comprenez de ce que madame vient de dire? Bon, c'est déjà une bonne chose d'avoir un tel financement, très important, 56 milliards. Ce n'est pas négligeable pour lutter contre le paludisme. Mais moi, je dis surtout, il faut que nous changions nos comportements. En réalité, le palu, c'est l'insalubrité, c'est essentiellement autour de ça. C'est ça le nid de l'anophèle des moustiques, et qui est le facteur du paludisme. Aujourd'hui, quand nous voyons un peu Bamako et même les capitales régionales, c'est réellement une sensibilisation qui manque. Et également,
vous voyez, hein, les fosses septiques à ciel ouvert, carrément qui donnent à la rue. Bon, avec ça, vous avez beau donner des moustiquaires imprégnés, ça règle le problème un moment. Parce que les moustiquaires, c'est un moment. Hein, au bout d'un mois, 2 mois, il n'y a plus de moustiquaires. Et après, c'est le palu qui revient au galop. Moi, je pense qu'il faut qu'on axe surtout la lutte contre le paludisme à travers les recherches, à travers les moyens de prévention efficaces tels que le vaccin. Et on en a parlé depuis longtemps, mais bon, ça ne voit toujours pas le jour, ou ça a vu le jour, on ne sait pas. Pour moi, c'est ça qui peut lutter contre le paludisme. Il vous arrive quand même de faire des rapports aussi concernant le palud, concernant les maladies, de façon générale? Bon, nous organisons des ateliers autour. Vous savez, nous faisons des recueils. Les recueils, c'est aller vers les populations et recueillir les besoins, les préoccupations des populations. Donc, c'est ce que nous remontons. Maintenant, dans les recueils que nous faisons remonter, il y a naturellement l'insalubrité qui est facteur de paludisme que nous remontons. Madame Koné, vous avez, pour les 56 milliards, c'est sur 3 ans, donc 2025 à 2027. Et vous comptez aussi éliminer le paludisme d'ici 2030. Est-ce réel? Est-ce raisonnable? Oui. Est-ce que c'est possible d'ailleurs d'éliminer complètement le paludisme? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Les 56 milliards, sinon je dirais ça n'atteint pas, mais près de 56 milliards. Oui, il faut noter que les 64% de ce fonds vont dans l'achat des médicaments, c'est-à-dire la mise à disposition des intrants. Les TDR, les tests de diagnostic rapide, les CTA, les moustiquaires, tout ce qui rentre dans la lutte pour qu'on puisse mettre à disposition de nos structures sanitaires. Ça, c'est un. Votre question, est-ce que nous pouvons arriver à bout de ce fléau? Je dirais oui. Oui, si toutefois on se met ensemble. Parce que la lutte contre le paludisme, elle est multisectorielle et multidisciplinaire. Je l'ai toujours dit et je le répète encore, ce n'est pas le ministère de la Santé et du Développement social à lui seul qui pourra éliminer le paludisme. Si nous ne faisons pas des leçons modèles dans nos écoles, déjà à bas âge, que les enfants puissent apprendre la prévention du paludisme. Nous, en tant que communauté, les grandes personnes, il a touché un point, la salubrité. Il faut qu'on arrive à assainir nos milieux de vie, qu'on sache comment éviter la multiplication de ces vecteurs-là au niveau de l'environnement. Les petits jardinages que nous faisons à côté, il faut que nous arrêtons avec ça. Les creux au niveau de la cour, surtout en période de forte pluie, il faut qu'on arrive quand même à damer nos cours pour qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau. Il a parlé au niveau de nos toilettes. Quand vous prenez 5 minutes, sortez en ville, regardez. Il y a des toilettes où la couverture d'eau est juste dehors. Donc, il va de soi que les vecteurs vont se multiplier. Donc, si nous arrivons vraiment à être ensemble, éviter ce genre de comportement, et tous les départements ministériels, je dis une fois de plus, ils sont tous concernés. La communication, la promotion de la femme, c'est-à-dire tout le monde doit s'impliquer aujourd'hui dans la lutte contre le paludisme pour que d'ici l'horizon 2030, ça puisse être une réalité pour nous. On sait aussi, vous avez parlé de maraîchage, de culture. On sait qu'à Bamako, dans les grandes villes, à Bamako particulièrement, on cultive beaucoup au sein même de la population. Et chaque année, je crois qu'en début d'hivernage, il y a des autorités municipales qui font des communiqués, qu'il faut éviter la culture du gombo, il faut éviter la culture du maïs. Mais ça revient toujours. Et je pense que même au-delà de 2030, ça va peut-être exister encore. Et comment vous allez faire? Et avec aussi ceux qui créent, ceux qui font les fosses septiques en dehors de leur maison. Justement, pour ça, c'est des décisions fortes au niveau de l'État même, d'abord. 2, il faut que nous, en tant que population, les sensibilisations qui sont données, qu'on ait l'oreille attentive à ça.
Parce que l'élimination de la maladie, ce n'est pas l'État en tant que tel. On le dit, c'est nous-mêmes la population. Le ressenti, c'est nous-mêmes, c'est nous qui tombons malades. Tous ces milliards éjectés là, c'est nous-mêmes, c'est pour nous protéger. Parce que si on met, vous venez de dire, il faut une utilisation aussi des moyens qu'on met à disposition. Vous avez dit, les moustiquaires sont retrouvés au niveau du marché. Ouais. Peut-être ceux qui sont distribués même sont aussi retrouvés au niveau du marché. Parce que la personne à qui nous donnons ces moustiquaires, il peut penser que c'est un gagne-pain, il va le vendre, et l'argent qui ne va même pas prendre toute une semaine avec toi, alors qu'en utilisant tes moustiquaires, tu vas te protéger pendant des années en attendant une autre distribution. Et si on faisait en sorte qu'on n'ait même pas besoin de moustiquaires? Pour qu'on n'ait plus besoin de moustiquaires, c'est ça la solution. Parce que les moustiquaires, c'est des achats, il faut renouveler chaque année. Les partenaires extérieurs aussi donnent de l'argent, achètent les moustiquaires qui ne sont pas fabriqués chez nous. Donc c'est l'argent qui retourne quelque part, qui revient. Est-ce qu'on ne peut pas penser à autre chose? C'est ça, penser à autre chose. Éliminer la nouvelle femelle, c'est pas possible? Bon, c'est possible, c'est ce que je viens de dire. Oui. Vous, en tant que communicateur de la presse, il faut continuer à jouer votre rôle. Nous allons mettre à disposition des intrants et les secteurs miniers qui continuent à protéger les populations. Voilà, que chacun joue sa partition. Si chaque ministère jouait sa partition, mais le plus grand rôle, c'est quoi? Ça, c'est la communauté. C'est nous-mêmes. Si nous, on se donne la main aujourd'hui, je dis, moi, quand même, je vais assainir tout un quartier. On commence par ça. Et chacun se regarde. Mais nous allons l'éliminer. L'anophèle n'aura plus de place. Et M. Ba a parlé au moment de vaccin. Qu'en est-il du vaccin, de la mise en œuvre du vaccin contre le paludisme? Très bonne question. Comme vous le savez, depuis des années, nous parlons de vaccins. Le programme national de lutte contre le paludisme travaille d'arrache-pied avec le Centre national d'immunisation qui est CENI, donc avec les autres aussi partenaires pour qu'on puisse implémenter quand même le vaccin à partir du mois d'avril 2025. Et il faut reconnaître que l'État s'est vraiment engagé pour qu'on puisse venir à ce niveau-là. Et Inch'Allah, si tout va bien, avant la fin du mois d'avril, le Mali va commencer l'implémentation du vaccin d'abord dans 19 districts sanitaires à forte transmission et son extension dans 33 autres districts en 2026. Votre avis par rapport, par rapport au vaccin contre le palu, ça fait des décennies, on en parle. Toujours, on est au niveau de l'expérimentation, je pense. Par contre, il y a eu des maladies qui ont apparu et qui ont eu tout de suite un vaccin. Voilà, mais le palu, parce que peut-être ça n'intéresse pas vraiment les puissances. Bon, pour moi, le palu, c'est le Sahel. Essentiellement, c'est l'Afrique subsaharienne. J'allais dire pas le Sahel, mais l'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique subsaharienne, et puis, ce n'est pas une maladie contagieuse. Donc, c'est l'affaire des autres, et puis d'une partie de l'Afrique. Donc, on ne s'implique pas beaucoup. Pour moi, c'est ça. Et même quand on s'implique, tant que ça existe, les industries pharmaceutiques ailleurs continuent à produire. Et même quand on s'implique, c'est pour nourrir les grandes firmes. Et c'est pour faire des produits qu'on vend à répétition que de trouver un vaccin. Un vaccin, quand il est trouvé, il n'y a plus la maladie. Et donc, les produits pharmaceutiques ne sont plus vendus. Donc, pour moi, c'est une question que nous-mêmes, nous devrions nous l'approprier. Nous-mêmes, mettons nos moyens pour trouver des solutions à nos propres problèmes. C'est un problème de l'Afrique subsaharienne. Et c'est à l'Afrique subsaharienne de se trouver les moyens pour pouvoir l'endiguer définitivement. Et le professeur Ogobara Dumbo avait beaucoup avancé là-dessus à travers le centre d'immunisation. Et je sais que le relais est pris par beaucoup de ces étudiants qui sont là-dessus encore. Mais il est temps que nous-mêmes, nous l'approprions. Les grandes firmes, c'est du business. Et quand la maladie peut nourrir, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand les faits peuvent se retrouver chez eux-mêmes, là, on trouve rapidement les vaccins. C'est le cas de Covid-19, c'est le cas de beaucoup d'autres maladies d'une contagion très rapide et extrême. Là, on trouve rapidement la solution. Si le palu était contagieux et que ça pouvait remonter jusqu'en Europe et ailleurs,
Je suis sûr que le vaccin, on l'aurait trouvé il y a des décennies. Voilà. Pour terminer, Madame Koné, il y a un point que je voudrais clarifier. Vous avez dit que c'est au stade d'expérimentation. Je dois dire que nous avons dépassé ça. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Et de passage, je remercie beaucoup nos chercheurs, les chercheurs maliens, parce que vraiment, ils se sont investis. Quand on essaye de voir toute l'expérimentation a eu lieu au Mali et dans d'autres pays. Et nous avons vraiment participé pleinement dans cette étude de recherche. Avec des partenaires étrangers? Oui, avec d'autres partenaires étrangers, mais principalement nos chercheurs. Voilà. Et du coup, vous dites que ça va commencer en avril, si tout va bien. Vous avez déjà des zones déjà ciblées où vous allez commencer, peut-être des enfants, au niveau des enfants. Est-ce que tout le monde va être réceptif à ça aussi? Mais merci beaucoup pour cette question. Non, ce ne serait pas pour tout le monde. D'abord, au Mali, nous avons pris, parce qu'il y a 2 vaccins, le RTSS et le R21. Nous avons choisi le R21. Bon, je ne dirais pas qu'il y a une grande différence, mais quand tu prends le RTSS, les 2 sont efficaces. Mais la couverture, par exemple, nous avons pris le R21, ça commence de 5 mois à 36 mois. Alors que le RTSS, ça c'était de 5 mois à 17 mois. Donc nous avons opté pour le R21. Donc il pourra couvrir quand même la majorité de nos enfants. Vous avez dit où est-ce que nous allons commencer? Ça va commencer au niveau des zones de forte transmission. Je l'ai dit de passage, nous allons d'abord commencer par 19 districts sanitaires de forte transmission, avec plus d'1 million de doses de vaccins. Donc, où sont situées ces zones-là? Dans quelle partie du Mali? Les parties du Mali, les zones de forte transmission, vous savez, il y a Sikasso, il y a Mopti, il y a Ségou, il y a une partie de Koulikoro. Il y a des poches pratiquement un peu partout. Donc nous allons commencer par 19 et en 2026, nous allons ajouter 33 autres districts sanitaires. Et c'est comme ça que vous comptez atteindre l'objectif en 2030? Bon, en tout cas, l'ajout du vaccin, ça viendra renforcer les autres stratégies. Et si tout va bien, ça va nous permettre quand même de diminuer l'incidence du paludisme. Ça va beaucoup jouer sur nos indicateurs. En tout cas, nous espérons avoir plus de résultats. Et vous pensez aussi que vous devriez peut-être avoir d'autres fonds en dehors de ce que l'État donne déjà, en dehors de 56 milliards, vous avez besoin d'autres choses, d'autres fonds? Nous avons besoin d'autres fonds. Et il est plus que nécessaire. Comme je vous ai dit, nous avons un plan stratégique national de 5 ans. Et ce plan stratégique, quand on essaie de voir ce fonds-là, même les 50% du plan stratégique n'est pas financé. Donc nous avons besoin de plus de partenaires pour nous appuyer. Nous avons besoin de plus d'engagement du secteur privé pour qu'on puisse venir à bout de ce fleuve. Il y a encore du chemin. Il y a du chemin à faire. Oui, il y a du chemin. Mais le plus important pour nous, nous savons que l'État est engagé. Donc si nous sommes tous derrière notre État, nous allons éliminer le palud. Merci beaucoup, Madame Koné. Je rappelle que vous êtes la directrice du programme national de lutte contre le paludisme. Merci également à vous, Monsieur Ban. Même si j'avais une petite remarque par rapport aux 56 milliards, j'ai fait un petit calcul parce que je suis un banquier et un économiste. J'ai dit 1 million de doses de vaccins. Les doses de vaccins qui les vendent. C'est eux, 12 millions de moustiquaires, c'est eux, la digitalisation, les tablettes, c'est eux. Sur les 56 milliards, qu'est-ce qui reste au Mali? Tout retourne. Nous devrions aujourd'hui travailler à éliminer les causes de cette maladie, qu'à vouloir toujours aller dans le curatif. Dans le curatif, tout l'argent, c'est d'où la balance commerciale déficitaire du Mali. Nous importons plus que nous n'exportons. Et tout ça, c'est importé. Donc, ils nous donnent de l'argent. Après, cet argent retourne. Ça, c'est vraiment... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le socialisme qui parle, quoi. Non, il faut qu'on mette c'est le syndicalisme. En ce moment les moyens à disposition pour que nous-mêmes nous arrivons à produire les moustiquaires. Le Nigeria, ils ont commencé. Il faut que nous-mêmes nous commençons à produire les produits. J'ai toujours dit, on ne peut pas avoir... Nous avons des pharmaciens avec nous. Tout à fait. Il faut mettre les moyens à disposition pour que nos pharmaciens puissent rentrer dans les labos. L'IMPP qui peut jouer ce rôle. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.
Bien, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.